Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une forme hybride du e-commerce, entre marketplace et intermédiation avec les points de vente locaux, bien connus de tous, Groupon. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Paul Chopin de Janvry, directeur de la communication et du business développement de la célèbre plateforme qui s'est lancée avec les achats groupés. Bonjour Paul, avant d'entrer en détail dans les évolutions du business de Groupon, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle Paul Chopin de Janvry, j'ai 42 ans. Après un parcours académique plutôt universitaire dans l'économie internationale et le développement, je me destinais à aller travailler dans des associations pour développer des pays pauvres. Là, j'ai découvert la com, j'ai découvert le fait de communiquer sur un projet. J'ai eu la chance d'avoir un frère qui avait découvert Internet il y a très longtemps, qui a bossé sur des magazines comme Newbies, sur BFM, sur la Minute Internet. Et il m'a dit, si tu cherches ta voie, tu devrais prendre une petite année de pause, découvrir ce secteur et voir si ça t'intéresse. Donc j'ai commencé dans une agence de PR à l'époque qui s'appelait Broder et qui travaillait pour Imo Street, Music Box. On était en plein dans la bulle Internet. T'es en quoi, 99-2000 ? Ouais, 99-2000. Ouais. Ensuite, je suis allé chez Yahoo, aussi en stage. J'ai fait 6 mois dans une agence, 6 mois chez l'annonceur. Donc là, chez Yahoo, j'ai découvert Internet international, Jerry Yang, des choses comme ça. Les fondateurs qui partent parce qu'ils ont levé qu'ils ont eu tellement d'argent, qu'ils ont touché leur cash, qui partent du jour au lendemain s'occuper de leurs vignes dans le sud. Des nouveaux boss, quoi. Mais Yahoo, à cette époque, en France, c'est combien de personnes ? C'était 300 personnes, je pense. C'était déjà gros. Et c'était le moment du fameux, des petits problèmes qu'ils ont eu sur des enchères, etc. Tout le problème de comment on range les choses, quel contenu on met, etc. Donc, découverte des agences de presse, du média digital. On me conseille de reprendre un peu d'études. Donc, je fais une 5e année sur un DEA à Assas qui s'appelait Média et Multimédia par des gens qui n'avaient jamais vu du multimédia. Donc moi venant de Yahoo, etc., ils m'ont pris pour un dieu. Un expert. La prof principale, la chargée du DEA avait fait un livre très intéressant sur les communautés sur le Minitel. C'était là où elle s'était arrêtée. Ouais. Donc voilà, ça m'a permis de découvrir d'autres univers, mais surtout ensuite de confirmer que plutôt que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, où j'ai fait un long stage dans le service RP, que définitivement le digital. Là, j'ai trouvé encore un stage. À cette époque, on faisait beaucoup de stages. J'avais AOL qui m'avait proposé. Donc, j'ai fait les 3 premiers jours de l'intégration chez AOL. Et entre-temps, j'avais aussi postulé chez... Donc, AOL, pour les plus jeunes. Pardon, je ne sais même pas comment le définir aujourd'hui. Un fournisseur d'accès. Un fournisseur d'accès, ouais. À l'époque, il y avait ICQ et tout ça, c'était des chats. Et j'avais aussi postulé chez eBay. Alors là, pour le coup, que personne connaissait en France. On avait encore un peu entendu parler d'eBazaar, mais il venait de fusionner avec eBazaar. Et eBay m'a appelé en me disant... eBazaar, je me rappelle. Et les achats groupés, on y reviendra plus tard, mais voilà, il y avait déjà un petit signe. eBay qui m'appelle en me disant on cherche quelqu'un pour faire les relations presse sur les catégories verticales d'eBay. Je ne comprenais pas très bien ce qu'il racontait. Donc j'ai suivi eBay, j'ai regardé, j'ai foncé. Et là, j'ai découvert un univers fascinant. Les enchères, les marketplaces, le C2C, la boîte américaine que personne connaissait et que tout le monde connaissait aux US, que personne connaissait en France. Et je me suis occupé de la partie relations presse sur les nouvelles les catégories verticales. C'était plutôt les collections. Donc j'ai fait des communiqués de presse sur les céramiques, sur le militaria, sur les jouets des années 70. Donc j'ai découvert... des vendeurs passionnés, j'ai découvert tout cet univers, des collectionneurs et qui étaient très présents sur Internet et sur les enchères. Et j'ai découvert la force des relations presse dans des boîtes digitales américaines. Et j'ai découvert que c'était plus qu'un métier, c'était génial. Ouais. Porte-parole d'une boîte comme ça, c'est fascinant. On a des milliards d'histoires à raconter. Les journalistes comprennent vraiment pas grand-chose à ce qu'on fait, donc il faut vraiment bien expliquer les choses. Je me souviens d'une France 3, ils étaient passés dans les bureaux, ils nous ont demandé où est-ce qu'on rangeait les objets. Ah oui. Les objets d'eBay, ils demandaient... Alors attends, mais je vais revenir là-dessus, parce que je ne vais pas te laisser passer si vite sur Yahoo et sur eBay. Après eBay, je crois que c'est l'histoire de Groupon qui commence. Non, on a fait une petite pause chez 2 fois moins cher. 2 fois moins cher. Qui venait d'être acheté par le groupe 3 Suisse et qui avait décidé de réinvestir dans cette... petite pépite concurrente à l'époque de Price Minister, eBay, le petit poussé. On est en quelle année là ? Alors j'ai jamais les dates, ça doit être 2007, 2011. 2007, ouais, 2007, 2011.
J'ai quitté eBay, je suis allé voir 2 fois moins cher en me disant je vais revivre l'aventure d'eBay, mais quasiment du début en allant chez la petite pépite qui en plus faisait tiers de confiance, qui venait d'être acheté par un géant de la VAD 3 Suisse. Il y avait une belle histoire qui se racontait. Voilà, 2 fois moins cher, où ça a duré 4 ans, où c'était une alternance de une année très excitante de recréer la proposition de valeur, la marque, avec les fondateurs, qui étaient Émeric Pascaline et le mari de Pascaline, un frère et une sœur et le mari. Découverte de 3 Suisses, ça c'est encore un autre truc. Et après, des brouilles entre actionnaires, voilà. Puis après, des gens de 3 Suisses qui viennent reprendre le site. Voilà. Une histoire un peu, une année top, une année moins bien, mais toujours plein de découvertes. 2 fois moins cher, ça a marqué ma découverte des réseaux sociaux. C'était les communautés, la co-construction. On avait fait tout le programme de construction du site et de la nouvelle identité en contactant nos clients et les vendeurs à travers, à l'époque, Feedback 2.0, qui s'appelle maintenant Dimelo, et comment on co-construit tout un site en posant des questions, en leur demandant leur avis, etc. Donc là, après 2 fois moins cher, là, tu arrives chez Groupon. Là, j'arrive chez Groupon, où je retrouve... Ça fait 8 ans maintenant, hein, c'est ça ? Maintenant, ça fait 8 ans. Ouais. Chez Groupon, en fait, j'ai été appelé par des gens que j'avais croisés un peu avant. C'était Frank Zorn et Barbara, que j'avais croisés chez eBay. Et on était au moment où, je me souviens très bien, en fait, je croisais Franck à pas mal d'événements. Il me dit « Quand est-ce que tu nous rejoins ?» J'ai dit « Ton truc, ça a l'air énorme. Tout le monde en parle, ça fait du bruit. » Je sentais qu'il y avait un nouveau modèle qui arrivait, que tout ça frémissait. J'en parlais aux gens dans le digital, je disais, vous avez entendu parler des achats groupés, ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous sentez? Et les gens ne savaient pas très bien quel avis ils avaient. Et Barbara et Franck m'appellent en me disant, on a une question à te poser. Et ils venaient de passer 3 mois à tourner avec Capital, une émission sur les secrets de Groupon. Et comme j'avais géré 2 émissions de Capital chez eBay, pas tout seul mais avec toutes les équipes, il m'a demandé comment on gère un après-Capital, parce qu'on le sait, après Capital, on s'est pris souvent une petite claque et beaucoup d'audience, très visible. Donc voilà, ils m'ont demandé comment on gère un après-Capital. J'ai dit normalement on gère un avant-Capital pour éviter de gérer un après-Capital. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Groupon. Ils m'ont dit on a besoin de quelqu'un pour les PR, ça explose, on a des demandes tous les jours, on a des demandes hyper positives, on a des demandes hyper négatives. Voilà. J'ai plus le temps de m'en occuper. Donc c'est comme ça que tu es arrivé. Ouais. On va revenir sur Groupon en détail. Je rembobine un peu. Ce qui caractérise jusqu'à aujourd'hui quand même ton parcours, c'est des boîtes américaines. Oui. À part 2 fois moins cher, finalement Yahoo, eBay, Groupon. Ouais. Quand tu es arrivé chez Yahoo, tu as commencé à en parler un peu. C'est la découverte d'une culture américaine. En même temps, c'était un peu ta première expérience. Ah oui, moi j'étais novice. Donc, dès le départ, tu as été baigné dans cette culture d'entreprise, peut-être très américaine, mais différente d'une culture française. Et c'est ce que eBay a apprécié finalement quand je pense que ça a pas mal aidé pour ce côté-là. Ils savaient que je comprenais un peu cette culture-là. Après, Yahoo, c'était étonnamment assez français. Il y avait tous les marqueurs américains, mais ils avaient une équipe il y avait un côté très français aussi. Okay. Il n'y avait que des francophones. On n'était pas du tout dans une culture où on favorise... Yahoo, c'était assez fun et c'était assez centré sur les recherches, les annuaires. Bon, il y avait des surfeurs qui rangeaient dans des catégories. Ouais, je me souviens. Ça paraît totalement aberrant. Hein. Donc, c'était leur métier. Ils étaient dans une salle et ils rangeaient. C'était hyper important. Est-ce que ça, je le mets dans le site de surf ou est-ce que ça va plutôt sur Biarritz? Des débats très profonds. J'ai découvert les trucs plus amusants des Américains, les stocks. Voilà, quoi. Je suis arrivé 4 ans après que Yahoo était lancé en France, où les mecs étaient arrivés au tout début, touchaient leur stock et là, ils étaient très tranquilles. Donc les stock options. Ouais, ils sont partis tous. Voilà. Il y a eu un gros départ. Je suis arrivé, je pense que j'ai géré le départ de tous les premiers salariés de Yahoo qui partaient les uns après les autres. Parce qu'ils ont senti qu'il fallait activer leur stock vite parce que ça n'allait pas durer très longtemps. Donc là, on est juste avant la bulle. Ouais. Donc tu arrives chez eBay. Ouais. Là, eBay, beaucoup plus américain. Beaucoup plus américain avec... un modèle qui est nouveau pour les enchères, c'était quand même pas... Ah oui, non, c'était compliqué les enchères. Ouais. On s'est battu avec pas mal de gens. Il y a les brocanteurs qui comprenaient rien, les commissaires-priseurs qui comprenaient très bien que c'était pas bien pour eux du tout. Les enchères, les gens comprenaient pas très bien. Il fallait conseiller les gens de mettre les prix à 1 euro, que ça allait monter. C'était très lié à la collection, c'était très lié au C2C, c'était très lié à l'occasion. Voilà, il y avait tout cet univers. Il fallait expliquer que c'était pas dangereux, parce qu'on envoie le produit, comment on se fait payer.
Aujourd'hui, ça paraît tout simple, hein, Le Bon Coin, on se rend compte, tout le monde y va, etc. À l'époque, eBay, il fallait vraiment expliquer que c'était un bon moyen. Il y a toujours des passionnés qui achetaient des trucs dingues et qui faisaient des super affaires. Et après, il y a eu tout le démarrage d'eBay plutôt pour la partie professionnelle. Et c'est là on a commencé à découvrir les vendeurs pros, alors qui d'abord n'étaient pas pros, puis le gouvernement nous a demandé de bien préciser qu'ils étaient pros, parce qu'il fallait quand même récupérer quelques taxes au passage. Pareil, c'est marrant d'expliquer ça à un écosystème qui ne comprend pas forcément le fonctionnement, à des administrations qui ne comprennent pas forcément comment ça fonctionne. Et c'est vrai que parfois, il y avait des décalages quand tu baignes dans le digital et dans Internet depuis le début. Tu te rends compte qu'il y a un fossé. Il y a un fossé. Et si ce fossé, il est là, il est avec les clients et t'en vois Chez eBay, je me souviens, c'est que tous les ans, dès que j'étais avec des potes, je travaille chez eBay. Au début, c'est quoi ce truc, les enchères. Et après, petit à petit, à tous les dîners, c'est « Oh, moi, je suis vendeur, je suis fan, j'adore. » Et ça montait, et c'est hyper agréable parce qu'on sentait le côté crescendo, que ça devenait pop culture, comme on dit. C'était le but, c'est que tout le monde a parlé d'eBay à un moment, tout le monde a acheté sur eBay, tout le monde a vendu sur eBay. Parce que quand tu es arrivé en 2003 chez eBay, eBay était installé, c'était déjà... Ils venaient de racheter eBazaar et Simone, donc ils avaient racheté les équipes d'eBazaar. Ils s'étaient installés à Stalingrad, il y avait une 50aine de personnes. Non, c'était le tout début, il y avait quelques historiques d'eBazaar, quelques eBay qui venaient pour mettre un peu Les challenges d'eBay à ce moment-là, c'est de la noto, c'est la notoriété, c'est répliquer le playbook eBay. C'est répliquer le phénomène eBay, c'est faire raconter cette histoire. Et après, c'est d'ajouter tous les services qui vont faciliter cette transaction. PayPal. Donc la PayPal, c'est arrivé quand chez eBay ? C'est arrivé 3-4 ans après. J'ai fait le lancement de PayPal en France. Pareil, expliquer qu'on va payer par un mail et qu'il faut faire attention au spoof et qu'il y a du phishing. Les gens, ils ont du mal. Mais c'est génial, PayPal. En plus, c'était compliqué. Est-ce que c'est une banque ? Est-ce que c'est pas une banque ? Voilà, donc... PayPal, on a rajouté, qu'est-ce qu'on a fait ? Il y a eu tellement de choses. Il y a eu de l'achat immédiat. On casse le modèle des enchères et on parle d'achat immédiat. On a fait les petites annonces classiques pour l'automobile. Les petites annonces classiques. Parce que eBay, à ce moment-là, c'est vraiment le site pour vendre ce qu'on a à la maison, le vélo dont on veut se débarrasser. C'est de la collection. Et après, c'est du quotidien. Et après, c'est du professionnel. C'est du produit neuf. Et il y avait des boutiques. HP a vendu. Il fallait ouvrir des boutiques pour des marques qui vendaient sur je eBay. me souviens de ça. Et eBay, c'était pop culture parce qu'il y avait ces enchères complètement folles. Le chewing-gum de Britney Spears, la voiture du pape. On a fait des camps d'enchères autour des charities pour lever des fonds. C'est pratique, les enchères pour lever des fonds. Un dîner avec Michel Leb, avec Vanessa Demouy. Je te laisse savoir qui a gagné le plus d'argent sur ce dîner. Michel Leb, c'est sûr. C'est cette structuration de la société eBay en France après le rachat d'eBazaar. Elle est drivée par les Américains. Alors là, pour le coup, c'est l'excellence opérationnelle d'eBay. Moi, j'étais toujours épaté. Le siège, ils étaient sur la côte ouest, comme tout le monde, à San José. Tous les développements se faisaient à San José. Quelques petites équipes dans les pays pour ajuster, mais qui travaillent toujours. Espèce de déploiement de la marque et de prendre le vrai intérêt dans les pays. Gérer la culture, adapter ce fameux playbook eBay avec le pays et gérer les problématiques pays. Et en revanche, tout ce qui est structurant, se faire au niveau mondial, dans tous les pays, déployés. Les changements d'heure, mais chez eBay, c'était un vrai truc, mais ils géraient ça sans aucun problème. Changement d'heure sur des enchères, c'est compliqué. Mais les Américains étaient très à l'écoute des projets. Pour le coup, je ne pourrais pas dire ça de toutes les boîtes dans lesquelles je suis allé, mais là, il y avait vraiment... j'ai trouvé ça très centralisé, mais très à l'écoute des marchés. Donc avec une forme de liberté dans la façon dont vous adressiez le marché ? En tout cas, pour avoir gardé plein de contacts là-bas, plein de gens avec qui j'ai bossé là-bas, oui. On pouvait lancer des choses, on pouvait avoir des idées, on pouvait avoir des projets. Il y avait un côté, puis c'est un terrain de jeu énorme. C'est un terrain de jeu énorme. On veut vendre un type de produit. Après, il y avait des règles qui faisaient partie de la culture eBay et qu'il fallait connaître, mais qui ne sont pas compliquées. Positif, quoi. Non, il y en avait une qui était compliquée, c'est il ne faut pas vendre de sous-vêtements usagés sur les sites comme eBay. Et un jour, on a eu l'occasion de vendre la fameuse culotte de Madonna qui a été... Je n'ai jamais le droit de raconter cette histoire, mais je vais quand même le faire. La fameuse culotte de Madonna qui avait été jetée pendant le concert. Et on a dû demander l'autorisation à Meg Whitman d'aller contre la règle d'eBay de l'époque de vendre des sous-vêtements usagés. Bon,
Elle a accepté, mais voilà, c'est pour dire qu'il y a des trucs où ça c'était la règle, on n'en sortait pas, et après, voilà. Ouais, donc il y a la culture américaine qui transpire un petit peu dans le playbook. Oui, ça on est d'accord, mais franchement, sur un site où tu peux mettre en vente des choses, où les enchères peuvent exploser, c'est important d'avoir une certaine culture, une certaine rigueur, et c'est assez drôle. Tu es resté 4 ans chez eBay. Oui. Tu l'as dit en introduction, tu es ensuite passé chez 2 fois moins cher. Qu'est-ce qui a motivé ce changement ? Vraiment le petit poussé, le petit concurrent qui pouvait faire un peu de... Chez eBay, j'avais pas trop envie de monter, d'aller vers l'international, de prendre plus de positions. C'était un peu bloqué. Ça se passait très bien. Mais voilà, j'avais envie d'un petit challenge, de découvrir ce qu'avaient découvert les gens d'eBazaar. C'est d'être le petit français qui va devenir le gros. Ouais. Et donc, j'ai voulu rejoindre 2 fois moins cher. Pascaline, il s'avère qu'on était en maternelle ensemble. Donc, j'avais vu son nom, je commençais à entendre parler. Il y avait l'investissement par les 3 Suisses. Je pensais que c'était le bon moment. Je les ai appelés. Forcément, vu mon parcours venant de chez eBay, sur la com, voilà, on s'est dit c'est la bonne idée. Donc, tu es arrivé là, c'était quoi ta lettre de mission C'était que quand on cite eBay, Price Minister est toujours 2 fois moins cher, et qu'après on apprenne à citer 2 fois moins cher Price Minister et eBay. D'accord. Et c'était de retravailler sur toute l'image de marque pour présenter à 3 Suisses ce qu'on voulait faire pour qu'ils continuent à investir, pour qu'on continue à développer cette marque qui avait un petit différenciant par rapport à eBay, le tiers de confiance. C'est-à-dire qu'on encaissait les paiements et qu'on gérait la sécurité des paiements. Donc là, on est en 2007. Tu arrives dans une boîte qui est une petite PME. Ouais, une trentaine de personnes avec une culture franco-française, d'une start-up française, avec un actionnaire de référence qui est un VPCiste ultra connu, les 3 Suisses, qui déjà à cette époque devait commencer à chercher à se réinventer. Ouais. Et petit clin d'œil à Karine Schrenzel, qui est passée sur ce podcast, qui nous a raconté son histoire avec les 3 Suisses et le renouveau des 3 Suisses actuellement. Comment ça se passe, la différence de culture entre eBay et 2 fois moins cher ? Bah déjà, tu te rends compte que les moyens, il va falloir les chercher avec les dents. Et tu te plaignais un peu chez eBay que c'était un peu compliqué de temps en temps. Là, tu comprends que c'est pas la même, c'est pas la même tambouille. Tu comprends que tu n'as pas 200 développeurs qui sont en train de faire un truc à San José quand on a besoin. Tu comprends qu'il va falloir y aller à la main et qu'il va falloir y aller de manière smart, et que tu arrives dans une boîte qui est aussi en pleine mutation, parce que eux, c'était la petite start-up qui avait fait un peu de bruit et qui venait d'intégrer un groupe. Donc des gens qui ne savaient pas très bien ce qu'ils allaient devenir, quoi, le groupe, est-ce que ça va bien se passer. Ouais. Puis effectivement, 3 Suisses, le groupe 3 ici à l'époque, et 2 fois moins cher, oui, il y a un petit problème de clash. Oui, c'était Zekini qui avait lancé le rachat de 2 fois moins cher, et c'est le patron de Cofidis qui était là au moment où nous on a commencé à s'intégrer. Parce que la différence, entre... Pardon, simple, quelqu'un qui avait une vision pour le groupe très digital et quelqu'un qui avait une vision plus financière, Cofidis le crédit, et l'autre qui avait déjà cette vision digitale, marketplace, qui l'avait intégré. Donc voilà, on s'est retrouvé un peu là, il ne savait pas très bien quoi faire de nous. Parce que tu fais t'as entre autres la com, hein, le PR et la com chez 2 fois moins cher. L'actionnaire de référence, il te laisse à peu près libre, t'es coaché. Le gros avantage là-dessus, comme j'ai été formé à la culture américaine, je sais exactement quand est-ce qu'on peut parler, quand est-ce qu'on ne peut pas parler, à qui il faut demander et comment il faut faire. D'accord. Et ça m'a suivi toute ma vie. Ça, je sais. Je l'ai ça fait partie de ma formation. Et donc, très rapidement, les patrons de la com du groupe 3 Suisses, Antoine, des gens avec qui j'ai travaillé, ont tout de suite su, il n'y a aucun problème. Lui, il n'y a pas de problème. On saura qu'il va nous prévenir s'il y a des choses, qu'il ne va pas faire les mauvais... Voilà, c'était, là-dessus, j'ai tu as eu une liberté totale. Très grosse liberté. Et j'avais des fondateurs marrants, donc c'était des caractères, des gens connus, donc c'était rigolo. Tu y restes à peu près 4 ans, oui. C'est ça ? Comment les choses évoluent sur cette période Je te l'ai raconté rapidement, mais c'est un peu la relation avec l'actionnaire. C'est l'amour, c'est la haine, c'est l'amour, c'est la haine. Il faut tenir les équipes qui sont des gens incroyables, hyper proches de leur communauté, de leurs clients. Il faut continuer à construire le site, il faut continuer à le développer. Et il y a toujours cette alternance de on y croit pas, ça repart pas. C'est très excitant, mais c'est assez épuisant.
J'ai eu l'opportunité de rejoindre le groupe 3 Suisses pour travailler plus sur le digital, etc. Plutôt la partie réseaux sociaux que j'avais un peu découvert chez Defoe-Mindshares et que j'avais pas mal utilisé. Et les réseaux sociaux à cette époque-là, c'est Facebook principalement. Ouais, mais je te dis, moi, on avait mis en place toute un peu cette communauté. Ça vient de mes restes d'idées, les pinkliners, les forums, le côté on parle à notre communauté. Chez Defoe-Mindshares, c'était la grosse puissance. C'est que les gens disaient, vous êtes plus petit, vous êtes parfois plus cher, mais vous n'êtes pas un méchant américain. Et ils aimaient bien Price Minister, mais Price Minister commençait à devenir un peu un trop gros pour eux. Donc on était le site pour les plus passionnés. Okay. Et donc j'ai ça et puis Groupon qui commençait à exploser et ils m'ont dit viens. Donc là tu as commencé à nous raconter un peu comment cette rencontre, ça s'est vraiment passé. J'ai vu Barbara qui me raconte cette histoire de Capital. Elle m'envoie dans les nouveaux bureaux parce qu'à l'époque ils déménageaient rapidement parce que ça grossissait vite. Rencontrer un des directeurs commerciaux. Elle me dit s'il dit oui, moi je dis oui et puis on commence. Bon, donc en 2011, tu rentres chez Groupon. Raconte-nous Groupon à cette époque. Comment c'est perçu par le marché? Quelle est la proposition de valeur? Qu'est-ce que les médias racontent? Comment ça fonctionne en interne? Bon, beaucoup de questions en une, mais voilà. Non, en plus, c'est vraiment la lettre de mission. Ça avait commencé à grossir et là, ça a explosé. C'est-à-dire qu'on était sur l'explosion du phénomène. Il y avait Capital qui venait de sortir. Il y avait déjà 250 salariés quand je suis arrivé et c'est l'explosion. Ça avait fait une hyper croissance. La boîte qui se fait plus d'1 milliard en moins de 3 ans, Google, etc. C'est l'explosion. C'est l'explosion dans tous les sens. L'explosion médiatique. Tout le monde veut savoir ce qui se passe. Le phénomène Groupon, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Arnaque, pyramide de Ponzi, quoi. C'est tous les fantasmes réunis. Et moi, je suis arrivé pour, en tout cas sur la partie média, juste dire, essayer de canaliser ce flux. L'anecdote, c'est que j'étais en onboarding et on est venu me chercher au bout d'1 heure en disant il y a France 3 qui voudrait faire une interview sur un deal qui s'est passé à Bordeaux où il y a eu un problème et il y a management qu'on avait bloqué pour faire une interview de Frank Zorn qui est dans les bureaux dans 2 heures. Voilà. Et ça, pendant la première année, c'était ma vie, c'était 3 à 4 demandes d'interview par jour sur le phénomène ou sur un problème ou sur une espèce de frénésie. Je pense que j'ai fait plus d'interviews en 1 an que dans toute ma carrière. C'est excitant. Moi, j'adorais ça. Ouais. Je m'étais commencé un peu à m'encrouter chez ça t'a réveillé là. Ah bah c'est génial. Tu as des télés, des radios, des sujets complexes dans une organisation. Là, donc très très vite, tu as dû comprendre, percevoir. J'ai dû plonger dans l'organisation qui ne se comprenait pas elle-même. Donc, c'est-à-dire quand il y a un problème, de comprendre d'où ça vient, comment on peut y répondre. En gros, de mettre déjà des normes PR. On ne répond pas à un journaliste sans savoir quelles sont les questions qu'il a à poser et préparer un peu les choses. On ne passe pas le patron tout de suite. Ça, c'est classique. Mais à l'époque, c'était un peu ça. C'est Franck, il y a un journaliste qui veut te parler. Donc ça, on met un peu de règles et après, on essaie de comprendre et on essaie de répondre. Et on essaie de répondre de manière médiatique et avec le discours des journalistes. Le point important... Et ça, c'était le challenge, c'est que la culture de Groupon, c'était que la pub, chez eBay, les PR, c'est les PR. C'est de la com, c'est du message, c'est pas du marketing et c'est pas de la pub. Chez Groupon, il y a une petite confusion. C'est les PR, c'est la pub. Et quand ça va bien, il faut qu'ils le disent très fort. Et quand ça va mal, il faut que tout le monde dise que ça va bien. Et parfois, il faut faire comprendre que c'est pas possible. C'est que si jamais ce qu'on fait... Parce que, attends, le management chez Groupon, il est franco-français ? Oui, à l'époque, c'était Franck est allemand, mais vivait en France. Et puis l'équipe est française, oui. Et comment... Ils viennent de CityDeal à l'époque. C'est CityDeal qui venait de fusionner avec Groupon. D'accord. Et comment le siège aux États-Unis... Et eux, ils vivaient la même crise. Donc en fait, ils vous laissaient. Chaque pays pouvait gérer sa crise. Non, mais pareil, à l'époque, son explosion. Pareil, à l'époque, la personne qui gérait les PR chez Groupon, qui avait vu cette explosion dingue, elle ne pouvait pas éteindre tous les feux toute seule. Et quand elle a vu que elle venait des PR et elle connaissait bien le truc, quand elle a vu que moi je connaissais, je maîtrisais et que j'avais les codes de là c'est vraiment le feu, il faut prévenir, ou là je peux gérer tout seul, ça l'a rassurée. Ok, après, donc là encore, tu avais une liberté assez forte. Oui, mais le management et l'organisation de la société, Groupon, elle était assez indépendante, où il y avait un playbook aussi. Alors, il y a un peu de temps à le ressortir. non, typiquement, Groupon était en hyper-croissance dans tous les pays. C'est 55 pays ouverts en 2 ans. Donc, c'est l'hyper-croissance. Raconte-nous, c'est quoi la valorisation boursière de Groupon ? Non, elle était déjà introduite. Non, elle n'était pas introduite. Ouais. C'est arrivé 6 mois après que je suis arrivé.
Non, c'était juste cette hyper croissance. Je te dis, 6 mois avant, il y avait un salarié, ou un an avant, il y avait un salarié. Et 250 moi, je suis arrivé à arrivé 250 et 6 mois après, on était 600. Ah oui. Il y avait 30 personnes par semaine qui arrivaient, des commerciaux. Voilà, c'était une hyper croissance. Les locaux de la rue de Provence, où on avait largement la place, étaient déjà trop petits. Là, autour de la table, on pourrait mettre 10 salariés Groupon sans aucun problème qui pourraient travailler. Et ça, dans tous les pays. D'accord. Donc, voilà, ta mission, c'est faire le pompier. Pour l'instant, c'est de répondre aux demandes, de gérer et de faire en sorte que les messages passent. Déjà de faire de l'éducation et d'éteindre les feux. On voit que d'un point de vue médiatique, il y a un intérêt hyper fort qui est Oui. porté sur Groupon. Hein. Les projecteurs sont orientés sur Groupon. Par rapport au marché, les utilisateurs, en 2011, Ça cartonne. Et c'est ça le risque, c'est que ça cartonne, c'est qu'on faisait de l'achat groupé, il fallait un minimum d'acheteurs, et nous, on explosait les compteurs à chaque fois. Donc, et les commerçants justement, c'est là où on a eu les problèmes médiatiques, c'est quand on voit 3000 clients chez une coiffeuse qui est à 30 km du sud de Montpellier, qui est toute seule, techniquement, elle doit travailler pour toi 6 mois. Et voilà, donc... mais les compteurs qui explosent, enfin nous, c'était juste qu'il y avait un phénomène, tout le monde en voulait et qu'on n'avait pas mis les limites. Et ça, très vite, on les a mis, du capping. L'achat groupé, ça a disparu quasiment aussi vite que ça existait, puisqu'il n'y avait pas besoin de minimum. Cette légende de il faut être un minimum pour avoir l'offre, nous, toutes les offres étaient achetées et ça se passait très bien. Donc on a mis une limite haute. Et c'est là où on parle de vente événementielle. C'est capé. C'est capé, on se met d'accord avec le professionnel. Et pareil, il faut éduquer le pro pour lui dire... Est-ce que vous êtes capable de gérer 300 personnes sur 3 mois Est-ce que vous êtes capable de gérer 6000 personnes sur 3 mois Et là, il ne faut pas former le professionnel, il faut former les commerciaux. Parce que les commerciaux, s'ils vendent, ils touchent plus. Parce que parmi la population, c'est majoritairement commercial. Oui, parce que... Comment tu rentres les nouveaux commerçants? Les partenaires on a des commerciaux dans toutes les villes de France, partout, partout, et qui vont voir les restaurants, les centres de beauté, et qui vont comme ça. Et vous aviez déjà à ce moment-là des calls entrants pour demander à faire partie de la plateforme ou pas encore? Non, c'est plutôt, en plus, comme je te dis, moi je suis arrivé juste après cette émission de Capital où ils ont parlé pendant, comme d'hab, 30 minutes de tout ce qui est super, du phénomène, etc. Et pendant 10 minutes, des problèmes qu'on rencontrait. Cette commerçante dépassée, cette commission trop chère, les clients qui n'ont pas pu profiter de l'offre, etc. etc. Qui étaient des cas qui existaient, mais qui étaient dans la masse très peu nombreux, mais qui faisaient beaucoup de bruit. Donc, d'accord. Et à cette époque-là, le business model, c'est donc un pourcentage des ventes réalisées. Oui. Pour reprendre le business model, c'est... ce qu'on aime bien faire, c'est 50% de réduction et prendre une grosse commission. Donc le but, c'est tu as un restaurant qui a un menu pour 2 personnes qui vaut 100 €. Chez Groupon, on va motiver le partenaire à le vendre 50 pour avoir cette réduction qui attire la clientèle. Et on va lui reverser l'argent qu'on a perçu sur le site, moins notre commission, qui à l'époque pouvait être de 50%. Donc il avait 25 € sur un menu qui vendait 100. Et ça, forcément, on n'a pas duré très longtemps. Non. Et quoique ça a duré assez longtemps, il a fallu adapter, comprendre les professionnels, adapter les commissions, réfléchir. Avant qu'il y ait cette adaptation-là, combien de temps dure cette période? 1 an. D'hypercroissance. C'est 1 an? L'hypercroissance ne s'est quasiment jamais arrêtée pendant 3 ans. Cette période un peu compliquée, oui, avant qu'il y ait une remise en question des modèles. La remise en question était permanente. L'exemple qu'on prenait, c'est on est dans un jet qu'on ne peut jamais faire atterrir pour réparer. Donc on passe notre temps, c'est du daily deal. Hein. On produisait 30 deals par jour, on mettait 2 nouveaux deals par ville live. Espèce de machine comme ça qui produit du contenu, et au début il y avait 1 ville, 2 villes, 3 villes, 4 villes. Voilà, donc c'est une espèce de super machine qui ne s'arrête jamais. Et il faut gérer les ventes qu'on a fait avant, la mise en relation. Il faut toujours avoir c'est un jet qui ne peut pas s'arrêter. Et on ouvre de nouvelles catégories. On ouvre d'abord les offres locales, hein, c'est restaurant, beauté, bien-être. On découvre des marchés, les fiches pédicure, le lissage brésilien, toutes ces choses qui font l'aquabiking. J'ai découvert des trucs incroyables. Et après, on découvre la restauration. Donc, il y a des restaurants dans des hôtels. On commence à vendre du voyage, des courts et moyens séjours, des nuits d'hôtel,
Après, on vend de la billetterie, du spectacle à date fixe. Et après, on vend des produits, parce qu'on s'est dit, on va aussi vendre des produits. Et à chaque fois, c'est toujours un peu un hasard ou une... C'est par opportunisme. La billetterie, c'est un commercial à Paris qui était près d'un théâtre. Il rentre, il voulait voir s'il n'y avait pas un restaurant à côté. Il dit, il n'y a personne ce soir. Et le mec dit, bah non, je viens de lancer ma pièce. Et il a tenté une vente sur la billetterie. Et hop, ça a commencé. On s'est dit, tiens, vas-y. Et il y avait des commerciaux comme ça qui avaient une idée, et puis ils créaient une... Ouais, c'est une forme de pragmatisme par rapport aux besoins du marché. Et d'abord, on faisait des ventes, et puis après, on se disait, est-ce que tout ça, on le fait correctement ? Dans le voyage, il y a quand même quelques règles dans tous les secteurs. Et on allait, et tu me posais la question de l'écosystème, les gens nous voyaient arriver et foncer dans des secteurs, aller 15 fois plus vite que tout le monde, et faire des choses que personne n'avait fait avant. Donc à cette époque, Groupon, c'est des catégories qui s'ouvrent de plus en plus. C'est un élargissement de l'offre, c'est un accroissement du nombre d'offres dans chaque catégorie. C'est toujours local, hein ? C'est local, et puis on commence à faire du national. On travaille avec des sites e-commerce, on travaille avec des réseaux, des réseaux de restaurants. Ça c'est pareil, c'est un autre métier, donc on crée la division grand compte pour faire ce genre de choses. D'accord. Ça, tu le fais pendant... Alors moi, je ne suis pas seul. Hein. Quand on est 600, il y a beaucoup de gens. Ouais. Mais moi, à chaque fois, comme je suis toujours sur cette partie très com, je suis toujours impliqué dans ces nouveautés. On ouvre une catégorie un peu, justement, grand compte et national. Paul, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai besoin d'être dans tel média. Voilà ce qu'on veut faire. Voilà les offres. Est-ce que tes offres sont... Voilà, il y a donc, je suis impliqué très vite parce qu'on a besoin de recruter des clients. Et on a besoin de recruter des professionnels. Et comme on a cette image qui a été un peu écornée par toutes ces campagnes médiatiques, une introduction en bourse qui a fait beaucoup de bruit. Oui, c'est ce que je voulais t'interroger sur le sujet, parce que c'est ces 3-4 années, là, quand tu arrives, cette hypercroissance, cette explosion médiatique, à l'échelle mondiale, hein, comme tu le rappelais justement. Je me souviens plus des valorisations, mais c'est en milliards de dollars. Hein. Alors, a priori, on est rentré à 30 € l'action, c'était 30 milliards. Ouais. 30 milliards. Et avant, il y avait eu toutes les rumeurs des rachats. Et Google Google proposé X milliards pour... Je crois la rumeur est montée jusqu'à 17. Ouais. Donc, tu vis quand même une période complètement folle. Ah, mais c'est complètement fou. Ça va à une vitesse dingue. Moi, je reste sur mes trucs un peu classiques, mais en construisant les réseaux sociaux, tout ce qui va avec, la com interne. Ça, c'est aussi un gros sujet, la com interne. Dans une boîte qui va aussi vite, il faut communiquer, il faut parler. Ça, les Américains... Il y avait tout ce besoin-là. Et donc, c'est structuré. Et pour le coup, c'est j'ai voulu, on était pas mal d'anciens d'eBay à rejoindre Groupon parce qu'on trouvait cette énergie, ce modèle d'un peu nouveau. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est sûr ? On a retrouvé un peu cette excitation d'eBay avec puis ces énormes volumes, ce côté phénomène. Et pour certains qui étaient un peu plus âgés, pour la plupart des salariés de Groupon, c'est leur premier job. Ils sortent d'école. Il y a une ambiance BDE un peu. Oui, c'est au moins qu'on puisse dire. Il y a que des gens qui sortent d'école et quelques managers un peu plus capés qui ont un peu plus d'expérience. Il y a une excitation de dingue, quoi. C'est une énergie folle. Tu parlais d'onboarding. Dans ce cadre-là, tu as été aux États-Unis ou Alors ça, c'est quand même dingue. Je suis jamais allé aux États-Unis. Ah oui. Je suis jamais allé à Chicago. Chez eBay, on y allait au moins une fois par an, dans San José. Mais là, non, c'était... Non. Et il y avait du staff américain qui venait vous rendre visite ? Oui, surtout au moment un peu clé, les introductions en bourse, le départ. On a eu Andrew Mason, le fondateur, qui est quand même venu, le fondateur de Groupon. Oui, il y a du staff américain qui vient, et puis très rapidement, il y a un staff européen qui se met en place. Donc ça se structure à l'échelle européenne ? Oui. Ouais. Donc il y a un headquarter européen ? Alors... l'originalité du site, c'était que c'était basé sur la plateforme CityDeal, qui avait fusionné avec Groupon, qui avait été créée par les frères Somewhere, qui était basé à Berlin. Donc pendant les premières années, on a eu cette force européenne sur les infrastructures CityDeal. Donc c'était plutôt l'Allemagne qui était le centre. Les Américains, on a migré après sur la plateforme américaine, et là le centre s'est déplacé vers Londres. D'accord. Nous, on les voyait passer comme ça au-dessus. On avait... Petit à petit, tu prends du galon, tu commences à prendre plus de responsabilités. Dans ton profil LinkedIn,
on perçoit que tu prends en charge l'ensemble de la communication. Petit à petit, en fait, ça grossit. Il y a des besoins, il y a des voilà, donc ça devient aussi un super moyen de communication. Quand les médias te tapent tout le temps dessus et dès que tu vas parler à un média pour raconter une bonne nouvelle, on te ressort tout ce que tu traînes comme passif, qui est un passif qui est souvent mérité. On s'est dit, investissons. Et dès le début, on a beaucoup investi sur les réseaux sociaux. C'est une caisse de résonance. Tu as des offres locales. Donc, on avait une page ouverte par ville où on était présent. Donc, c'était 80 pages Facebook à animer, plus une page par catégorie. Donc, on avait des grosses équipes. Beaucoup de services clients sur les réseaux sociaux, puisque les gens viennent là où ils peuvent poser la question. Ouais. Comment on drive ça? Où est-ce qu'on envoie les bonnes personnes? Donc, c'est intéressant ce point, le service client. Ouais, gros sujet. Ouais, énorme sujet, j'imagine. Comment c'est traité? C'est pour le coup, c'est très structuré et ça doit grossir très vite. C'est-à-dire que le client, c'est vous qui encaissez. Oui, c'est ça la complexité, c'est que le client, à la fin, il vient quand même toujours nous voir. Et c'est ça qu'il faut toujours un peu débroussailler. Est-ce qu'il n'est pas content du service Groupon, c'est-à-dire de l'offre qu'on a mis en avant? Est-ce qu'il n'est pas content de la prestation du partenaire? Et donc, il faut toujours jouer là-dessus. Et il faut que la prestation soit... Nous, notre métier, c'est quand même basique, c'est de mettre en relation un pro et un client et que ça se passe bien. Nous, c'est de la mise en relation. Et on veut que le client qui a découvert l'établissement attiré par la promotion devienne le client fidèle de l'établissement. On nous a reproché de ne pas vouloir faire ça, mais dès le début, c'est vraiment l'idée. Parce qu'un partenaire qui comprend qu'il peut acquérir une clientèle de cette façon va retravailler avec nous, peut-être une fois tous les 6 mois. Le français n'est pas friand de la bonne aubaine? Si, mais il est juste smart shopper. À l'époque, les gens regardent, compare les prix. Ouais. Et on nous a souvent dit, vous n'avez que des chasseurs de promos. Quand tu touches aujourd'hui 11 millions de visiteurs uniques et que tu as plusieurs millions de clients, non, tu touches tout le monde. Et il y a des gens qui vont acheter des restos étoilés sur Groupon. Et voilà, donc c'est... Mais attends, à l'époque, surtout quand il y a cette explosion, oui. Le service client, il est sous tension. Alors, il était d'abord basé en France, puis après, il s'est structuré. Puis voilà, donc, vous avez pris des prestats pour gérer ça? Des prestats externes. Et puis aujourd'hui, c'est centralisé. Et ça fait partie des choses qui ont structuré l'évolution de Groupon. D'accord. On parlait de l'explosion, de l'hypercroissance, du cours de bourse incroyable, des rumeurs de rachat par milliards ou dizaines de milliards de dollars. Pendant ce temps, il y a beaucoup de travail de fond, d'amélioration du produit, d'adaptation aux contraintes des professionnels, de création de nouveaux outils. Un booking tool, un outil de réservation pour qu'on n'ait plus besoin de répondre au téléphone pour faire la réservation, c'est le partenaire. Plein de choses comme ça pour fluidifier cette relation. Et parce qu'on voyait bien les problèmes que rencontraient les clients et les problèmes que rencontraient les partenaires. Un problème que rencontraient les partenaires, c'est comment je calcule la rentabilité de mon opération. On a mis en place un merchant center où il va regarder combien il y a de coupons vendus, d'où viennent les gens, combien ça lui a rapporté. Et ça va lui permettre de réfléchir à est-ce qu'il fait de la vente additionnelle avec. Donc on a vraiment... Là, tu parles de coupons. Au début, on parlait d'achats groupés. Il y a une évolution qui s'est... Je vais un peu trop vite sur cette histoire, mais tu achètes une offre de service que tu dois utiliser chez un prestataire physique. Normalement, pour matérialiser le fait que tu l'as acheté sur Groupon, tu as un coupon papier qui est très rapidement devenu un coupon sur mobile, un QR code. Mais pour être sûr que le restaurant ait de la place, il faut appeler pour réserver. Bien sûr. Voilà, donc il y a tout ce système. Et en gros, tu brûles un code. Une fois que le code est activé, on considère que la prestation est effectuée. Et là, le partenaire peut recevoir le montant de la dépense moins notre commission. D'accord. Donc on met en relation et nous, on ne vend qu'un coupon qui donne droit à une prestation. Donc ce que je comprends, c'est que sur cette période-là, en même temps qu'il y a l'explosion médiatique, il y a une professionnalisation dans l'exécution des process. Oui. C'est ça ? La première priorité, ça a été de bosser pour d'abord améliorer l'expérience professionnelle, parce que s'il n'y a personne qui nous utilise et nos clients, ils n'ont pas d'offre. Et la communication, on l'a très vite centrée sur cette partie-là, B2B. Et on a beaucoup communiqué sur les outils, sur les réussites qu'on avait, sur des success stories, des témoignages vidéo. Parce que les commerciaux nous disaient, nous, quand on va sur le terrain, les gens, ils ont entendu tout le bruit médiatique et ils se posent des questions. Donc, il fallait montrer aussi la réalité de Groupon, parce que pendant ce temps, nous, on voyait
des restaurants être remplis et embaucher du monde. On voyait des gens acheter une autre succursale, quoi. On voyait des success stories business incroyables. Et donc, on trouvait ça un peu dommage qu'on s'arrête sur, les cas qui sont parfois problématiques et qu'on oublie toutes ces super réussites et tous ces millions de clients qui découvraient des nouveaux services, profitaient de prestations en payant 2 fois moins cher. Mhm. Donc, on revient sur 2 fois moins cher. Il y a un peu des trucs structurants. Ouais, il y a des trucs structurants. Donc, je comprends ça. La question que je te pose, elle est liée à la position que j'occupe. C'est-à-dire que je suis en dehors de Groupon, j'ai vu Groupon, j'ai entendu les histoires de Groupon. C'est pour ça que c'est intéressant que tu nous racontes l'histoire de l'intérieur. De l'extérieur, ce qu'on a vu, c'est donc effectivement un emballement médiatique autour du service, un cours de bourse qui monte et un peu comme un soufflet. Ouais. Dis-moi si je me trompe, Non, mais non, mais c'est un peu l'image que j'en ai. Pendant une période, en fait, on s'est dit, on va arrêter de parler de nous et on va dire, pour pas qu'on parle de nous, on va essayer de se mettre un peu à faire ce qu'on doit faire et que ça se passe bien. Et donc, il y a eu un moment un peu de diète et de silence. Donc, on communiquait encore sur les réseaux sociaux et auprès des pros. Mais voilà, on a essayé de faire un peu retomber le soufflet. Parce que le but... Et petit à petit, le soufflet, comme toutes les effervescences médiatiques, retombe. Et puis, il y a un moment, les journalistes, c'est moins drôle de venir voir Groupon et de dire... Il y a une lassitude. Il y a une lassitude et puis surtout, on a des réponses. On leur dit, oui, là, le restaurant, il a fermé parce qu'il a eu un incendie ou un dégât des eaux. On a contacté tous les clients, ils ont été remboursés, on les a informés. Petit à petit, on fait les choses bien, donc c'est moins rigolo de taper sur le phénomène américain. Et parce que petit à petit, il y avait beaucoup moins de choses à raconter. Et pendant ce silence, on investit beaucoup sur le digital, on investit mots-clés, Google, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de campagne de pub, il n'y a pas de... C'est très orienté ROI pour la vente, et c'est très orienté auprès des pros pour qu'ils continuent à bosser avec nous. Et est-ce que cette diète médiatique est suivie d'une baisse du nombre d'utilisateurs ? En fait, comment tu les recrutes, tes utilisateurs, alors ? Sur le web, sur tout le temps, sur tous les réseaux, toutes les campagnes, le retargeting, etc. Le retargeting, c'est génial pour Groupon. Puis on a quand même une énorme base, les gens s'inscrivent, on a plusieurs millions de personnes. On peut envoyer entre 15 et 17 millions de personnes chaque jour un email, et c'est ce qu'on fait. En fait, c'est fascinant parce que on a une puissance médiatique. On peut toucher quasiment autant de gens que des gros médias. Ouais. L'audience d'un JT de 20 heures, c'est 5 millions, 6 millions. Groupon, c'est 17 millions d'emails qui peuvent être envoyés à des clients tous les matins. Oui, un email envoyé, pas un email ouvert. Non, mais après, il y a ce phénomène quand même, parce qu'il y a plusieurs offres. On a commencé à communiquer grâce à nos deals. On a créé un peu des deals pour communiquer. D'abord, de manière assez drôle, on avait commencé sur une campagne pour Noël. Pour 0 €, vous avez le droit de ne pas faire de cadeau à votre belle-mère. Ouais. C'est un deal qui vaut 0 € et qui te donne le droit de ne pas faire un cadeau à ta belle-mère. Ouais. Les gens, ça les avait fait marrer. Il y en a 120 000 qui ont été achetés en quelques heures. Donc en fait, il y a une... Là, on communique, on est notre propre outil de communication. Ouais. Et bien sûr, on continue. Mais je prends souvent l'exemple, chez eBay, un passage chez Capital, il y a eu un pic de trafic. À l'époque, chez Groupon, le passage de Capital, il n'y a pas eu tellement de pics. Ouais, c'était on en a beaucoup parlé. Tout le monde en a beaucoup parlé, mais il n'y a pas eu de vrai pic de trafic. Là, tu parles de cette offre rigolote pour 0 €, le droit de ne pas offrir de cadeau à sa belle-mère. Aujourd'hui, depuis 2-3 ans maintenant, tu as en charge le BizDev. Oui. Tu vas nous en parler. Parle-nous aussi de l'évolution du modèle. Tu l'as déjà dit, mais pourquoi, en fait, comment on en est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui ? Le modèle, c'est d'être beaucoup plus fin dans l'approche qu'on a avec les professionnels avec qui on travaille. Chaque pro, chaque entreprise, quelle que soit sa taille, a une problématique différente. Et Groupon, c'est un outil qui peut aller toucher des internautes et qui peut aller toucher de plein de façons différentes. Par un email, à travers l'application, et qui peut construire des offres très différentes. Tu peux faire la promotion d'un deal sans réduction. Si l'expérience qui est derrière est unique, tu peux faire venir du monde. Si jamais tu as un nom qui est incroyable, tu peux faire venir du monde. Et on retrouve presque un peu ce phénomène enchère, achat immédiat. On s'est rendu compte qu'il parfois il fallait juste communiquer. Aujourd'hui, Guy Savoie travaille sur Groupon. Il n'y a pas forcément une réduction, mais il y a la garantie d'avoir une place. Et donc,
Voilà. Et ça fait le phénomène. Et des gens, et alors c'est pas des ventes, on en vend 1 ou 2 par semaine. Et pour Guy Savoie, c'est un moyen de communication auprès d'une population qu'il ne connaissait pas. Comment tu la qualifies, la population Groupon. Les acheteurs. Ouais, les acheteurs. Aujourd'hui, comment elle est structurée? Déjà, pour avoir une petite idée, aujourd'hui, c'est 1,3 million de visiteurs uniques par jour. Ouais. C'est à peu près 11 millions par mois. Il y a quand même 30 jours dans un mois. Alors, c'est visiteurs uniques. Il faut se souvenir un peu. Je demande toujours aux commerciaux le matin, en onboarding, de bien me rappeler ce que c'est qu'un visiteur unique versus un visiteur. Et ça nous place dans le top 15 du e-commerce. Des sites comme Airbnb ont moins de trafic que nous. Donc, aujourd'hui, on est dans le quotidien de beaucoup de Français. Il y a 200 millions de porteurs de l'application dans le monde, dans 15 pays. En France, tu sais les chiffres? Je n'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que je n'ai pas le droit de le communiquer. D'accord. Mais voilà, tu regarderas les notes. C'était 60% du trafic qui est depuis le mobile, aujourd'hui en France. D'accord. On est mobile first. Ouais. Et c'est pas hyper étonnant. Non, il y a Wish, il y a June et il y a VP. Ouais. Et voilà, donc c'est logique, on est des offres locales, de la proximité. Donc l'ultra local, le restaurant de Perpignan, la chaîne de 5-6 restaurants dans une région. Après tu prends Flunch, après tu prends McDo, et tu peux monter comme ça. Et aujourd'hui Groupon, quelqu'un peut faire une opération ultra ciblée, ultra locale, une opération nationale, une opération européenne et voire des opérations mondiales. Je le comprends bien et on va revenir après plus en détail sur justement la relation avec le local, le rôle du mobile dans la relation qui existe entre l'utilisateur et le commerçant. Parce que j'ai cru comprendre qu'il avait quand même son rôle. Bien sûr. La population, quand tu as des annonceurs quelque part, c'est un peu comme des annonceurs. Des annonceurs dont personne ne s'occupait. Oui. Les commerçants ou les chaînes, les acteurs locaux, ils ont besoin de recruter des clients comme n'importe qui a besoin de nouveaux clients. De recruter des clients et de ne pas dépenser beaucoup d'argent parce que ce qui les intéresse, c'est les gens qui passent le pas de la porte. Ce n'est pas les campagnes de flyers, un 4x3 dans la rue. Non, mais en fait, ce qui m'intéresse de t'entendre dire, c'est que le comportement de ces gens-là est peut-être un peu différent de celui d'un pure player. Bien sûr. Non, mais en fait, c'est pas une question piège, c'est justement pour bien faire comprendre que les attentes, les besoins sont pas tout à fait les mêmes. Le boulanger, il n'en a rien à faire de savoir si c'est le patron d'une entreprise qui vient acheter sa baguette ou si c'est l'ouvrier du coin. Dans le e-commerce, on parle beaucoup de segmentation, comment on va faire pour adresser une typologie de clientèle. Dans le cas de Groupon, en fait, on n'est plus du tout dans ces concepts-là, ou alors c'est différent? Bien sûr, on va toucher tout le monde et on va cibler, mais on va cibler par des facteurs un peu différents. On fait souvent beaucoup de tests avec les partenaires avec lesquels on travaille pour ajuster l'offre. On avait un restaurant dans Paris, on a fait une offre un peu trop, avec une trop grosse réduction, et c'était pas forcément la clientèle qu'il avait l'habitude de recevoir. On a fait une offre dégustation avec une réduction un peu plus faible, et il m'a dit c'est parfait, c'est exactement le type de clients qui vont pouvoir devenir mes clients récurrents. D'accord. C'est un chef, les chefs ils sont très forts. Ils connaissent leur coût matière, ils connaissent leur coût produit, ils connaissent leur coût fixe. Donc ça, c'est une relation, c'est important ce que tu dis. Finalement, vous êtes capable de faire du sur-mesure à chaque fois. Oui. Des créneaux, des sur-mesures, des limites. Après, nous, on aime bien les offres les plus ouvertes possibles parce que c'est ce qui plaît le plus aux clients. Il faut que ça soit simple, il faut que ça soit facile à utiliser. Mais après, on a besoin de s'adapter aux professionnels avec qui on bosse. Et la relation avec les professionnels, elle est toujours humaine? C'est toujours des commerciaux Bien sûr. Parce que c'est ça la clé. On est dans les 10 grandes villes de France, des équipes commerciales qui vont aller évangéliser, expliquer, gérer le compte. Rencontrer. Après, on a des équipes qui vont suivre les opérations. Tout ça, on a vraiment bien structuré toute la chaîne de valeur pour que les personnes qui sont en contact soient les bonnes au bon moment. Et que un commercial puisse continuer à faire son travail de prospection. Mais on a dû beaucoup former nos équipes à expliquer les choses, à accompagner. Je te parlais des coûts variables, des coûts fixes, des coûts de structure, du nombre de couverts, du taux de capacité. Tous les pros ne savent pas. Ils ont une équipe. C'est au feeling. On a mis des outils en place qui nous permettaient de calculer un peu le potentiel de rentabilité d'une opération. On nous a beaucoup reproché de ruiner les commerçants. Nous, on veut que les opérations soient idéalement rentables, c'est-à-dire qu'avec tous les effets additionnels, la vente additionnelle, la fidélisation, sur le long terme, l'opération soit rentable. Et au pire, que le partenaire sache exactement si c'est un investissement. Un restaurant en ouverture,
il est prêt à faire de l'investissement pour avoir rapidement 200, 300 premiers clients qui vont découvrir sa carte. Parce qu'il sait que les gens vont en parler. Bien sûr. Et donc, tout ça, je prends souvent l'exemple de la restauration parce qu'il est assez simple à comprendre et tu le déclines. Mais on a beaucoup appris avec les restaurateurs parce qu'eux, ils sont pointus. C'est leur établissement, c'est leur service. Mais il faut faire ça avec tous les business et comprendre toutes les Le marchand de jouets qui est indépendant, il peut C'est trouver... plus compliqué sur ces offres parce que le jouet, il y a différents prix, il y a différentes gammes, il y a différentes marges. Il faut que l'offre soit simple. Donc tout ce qui est service, coiffure, toilettage, sport, aquabike, toutes ces choses-là, il y a des tarifs et tu as un taux d'occupation. Tu sais combien de personnes, combien de salariés peuvent traiter combien de clients. Après, il y a des métiers où c'est assez amusant, les garagistes, les vidanges et les forfaits climatisation. J'ai rencontré, ça c'était génial, c'était à Strasbourg, c'est le premier qui a fait une offre avec nous. J'enverrai la vidéo si jamais dans le lien. Si jamais, tu me l'enverras, je la mettrai dans le lien. Il a un accent à couper au couteau. On était allé le voir avec une équipe de France 3 qui cherchait un témoignage. Il raconte, il dit, j'ai entendu parler de Groupon, pour le coup c'était au moment de l'explosion, et il a dit, je me suis réveillé la nuit et je me suis dit, c'est ça la solution. Et il nous a proposé une offre vidange, une offre climatisation, à moitié prix. Et ben en fait, il m'a dit, c'est facile. Climatisation, tu branches, c'est juste une gestion du volume, etc. Il en a fait 1000 de chaque. Et le journaliste disait, mais vous avez perdu de l'argent. Il dit, non, j'ai pas gagné autant que je veux. Il me dit, mais comment vous gagnez de l'argent? Et après, il a dit, vous voyez dans ce garage-là, ça c'est une Groupon, ça c'est une Groupon. Là, il y a 3000, là il y a 1000, là il y a 2000. Les gens ont découvert mon garage qui est un peu loin de la bande passante de la route. Ils sont venus, ils se sont rendus compte que j'étais un mec qui bossait bien. Maintenant, ils me rapportent leur voiture. Et quoi, super business case. Il avait tout compris et il l'avait compris même avant nous. Et parce qu'il nous a dit, il n'y a pas de main-d'œuvre sur la clim ou sur la vidange. La vidange, je la branche, ça se vide. Voilà. Je pense que ça illustre très bien tes propos. Je reprends le fil du business model. Achat groupé, vente événementielle. Et là, on a un challenge, c'est marketplace. Élargir l'offre au maximum. Donc ça, c'est le challenge. C'est la troisième grande phase de groupe. Dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Non, là, ça, on est passé. Voilà. Maintenant, la marketplace, c'est le schéma normal de ce qu'on connaît. En gros, on avait une offre par jour qu'on poussait très fort. Là, on a une énorme quantité d'offres sur le site et plein de clients qui arrivent. Donc, le challenge, c'est la personnalisation et c'est d'envoyer la bonne offre à la bonne personne. Parce que les gens, avant, on allait les chercher avec cet email qu'on leur envoyait tous les matins, ce qu'on continue à faire. Et après, il y a aussi tous les gens qui viennent sur le site. Et là, c'est comment on va leur montrer l'offre qui les intéresse le plus. D'abord, c'est logique, par géolocalisation. Puis ensuite, quand on connaît leurs habitudes d'achat. Puis après, par analyse. Et ça, on bénéficie de toute la techno américaine qui nous aide à cibler les meilleurs clients. Et c'est hyper intéressant pour les pros aussi, parce qu'on va cibler les clients les plus pertinents pour eux. Si j'envoie un fiche pédicure à toute la base de Paris, super, tout le monde saura que le fiche pédicure il coûte ce prix-là, mais il n'aura qu'une centaine de clients. Alors qu'il faut qu'on cible chaque client pour que ce soit le client le plus compatible avec l'offre qu'on propose, par sa proximité de l'offre, par ses habitudes d'achat. Et donc ça, c'est vraiment le challenge, c'est l'hyper-personnalisation. Ça, c'est post-marketplace, c'est ça? Oui, c'est la suite. Une fois qu'on a réussi à agrandir notre offre à la fois en gamme et à la fois en profondeur. On était plutôt connus au tout début pour des sushis à 5 €. Maintenant, c'est des restaurants étoilés. Donc, on a les sushis et les restaurants étoilés. Aujourd'hui, la proposition de valeur, tu la décris comment exactement? Moi, j'aime bien le plus grand catalogue d'offres, d'expériences à découvrir. Tout ce que vous avez envie de faire, voir, découvrir. En gros, le réflexe Groupon, je me connecte et je regarde tout ce que je peux découvrir. Soit j'ai une idée et je vais chercher près de chez moi, soit j'ai pas d'idée et je vais me promener dans les différents univers. Et idéalement, nous, on va te mettre l'offre qui sera la plus pertinente pour toi devant les yeux. Okay. Vraiment l'expérience plutôt que la réduction. On est beaucoup moins sur la communication. J'aime bien que tu utilises ce mot expérience parce que justement, pousse le truc jusqu'au bout. Tu achètes, tu sélectionnes une offre dans ton quartier. Tu parlais d'aquabiking, voilà, par exemple. Je sens que tu es motivé. Je suis hyper motivé. Comment concrètement, en tant qu'utilisateur, tu utilises cette offre? Je te montre le portable. Tu la reçois sur ton portable. Tu l'as sur ton portable, ton coupon. Tu regardes les conditions. Est-ce qu'il y a des créneaux? Est-ce qu'il faut appeler? Est-ce qu'il ne faut pas appeler? Tu bookes le truc. Normalement, c'est bien. Il y a toujours une réservation en ligne, donc tu as ton créneau, tu sais. Tu y vas le jour même. Tu dis que tu es client Groupon. Il te reçoit. Tu bénéficies de ta prestation. Et tu
comment c'est activé? Parce que tu as décaissé sur le site de Groupon. Nous, en fait, une fois de plus, c'est ce coupon où il y a un code barre et un code de sécurité. Donc en fait, tu présentes au partenaire. Tu présentes ton mobile. Et le partenaire a soit un scan. Un scan, soit il va noter le coupon, il va l'enregistrer dans son outil. Et là, on estime que la rencontre a eu lieu, que la prestation a eu lieu. On va déclencher, ça va déclencher le paiement du partenaire. Et ensuite, ça va surtout permettre d'envoyer aussi un mail au client qui vient de tester la prestation quelques jours après. Est-ce que vous avez apprécié la prestation? Donner une note. Ces avis vont revenir chez le prestataire, chez le partenaire. Et ça, voilà, le cycle se fait comme ça. Point important. Une PME, une TPE, tu vois, les restaurateurs, c'est des petites... ils ont des problèmes de BFR. C'est important pour eux. Ils sont obligés d'avancer les frais avant de les vendre. Vous restituez l'argent rapidement? Oui, c'est des paiements qui ont lieu. C'est toutes les semaines, il y a des batchs de paiement. Mais surtout, si tu as bien retenu le modèle, il n'y a aucune avance de frais, il n'y a rien à payer tant que le client n'est pas passé le pas de la porte. Oui. Une vente qui fait 0 €, qui se fait 0 vente, il va bénéficier de toute la visibilité. Alors, ce n'est pas la réussite, mais il bénéficie de toute la visibilité sans que ça ne lui coûte strictement rien. Donc, c'est vraiment. Une fois que la presta est effectuée, c'est un modèle rapidement, il est payé. C'est ça. On ne s'est pas amusé à ce jeu-là très voilà. longtemps. Non, mais c'était important. C'est un point pour on a plus de. Alors, uniquement sur la partie locale, on doit avoir 8000 offres sur le site en permanence. Donc, oui, c'est des choses qui sont très, très bien rodées. Et ça, c'est un point important. Et c'est partie des challenges. Mais on parle de rentabilité. On prenait souvent l'exemple pour expliquer le modèle, une côte de bœuf. Tout le monde aime bien une côte de bœuf à deux, à partager, etc. La côte de bœuf, c'est un prix pour le restaurateur. Avec une offre Groupon, il va la mettre 2-3 semaines en vente sur le site. Elle aura une durée de validité d'1 mois. Il sait exactement combien de côtes de bœuf, potentiellement, il a vendu. Donc, il peut aussi aller voir son fournisseur de côtes de bœuf pour dire... Là, j'ai besoin de 50 côtes de bœuf. Mais normalement, je t'en prends 2, 3, 4. Ouais. Là, j'en prends 500. Donc, tu vas me faire un prix. Et c'est comme ça que le modèle est intelligent. Et ça, c'est des choses qu'on a appris avec les pros et qu'on a pu aussi apprendre à d'autres professionnels. Et l'important, c'est que la côte de bœuf soit bonne, bien cuite, et que le chef t'accueille bien ou le restaurateur t'accueille bien. Et ça, il y a tous ces points en plus dans une opération. Quand tu viens du marketing ou tu le sais, quand ta priorité, c'est de faire la cuisine ou de recevoir tes clients ou de les coiffer, tu n'as pas forcément toutes ces idées en tête. Bien et sûr. Ça, c'est hyper important que nous, on partage les bons exemples, on partage les bonnes pratiques et qu'on les accompagne. Parce qu'ils font une opération de communication, d'acquisition et de fidélisation potentielle. On entend souvent dire Amazon tue le commerce de proximité parce que les gens achètent sur Amazon et ne vont plus dans les commerces de proximité. Finalement, Groupon est l'antithèse de ce point de vue. Nous, notre conviction initiale, c'est ça, c'est retourner dans vos commerces locaux, redécouvrir. C'est juste, ils sont là et il y a des choses à découvrir. Et ils n'avaient pas forcément l'outil de la promotion. Il y a très peu de mise en avant des services. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Des flyers, mettre un panneau, une happy hour. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un moyen de communication très ciblé. Ça peut être à quelques kilomètres autour de chez eux, ça peut être un peu plus, ça va dépendre du partenaire. Et c'est vrai que nous, on est très contents de voir les gens passer le pas de la porte. Après, on est aussi e-commerçant puisqu'on vend des produits. Voilà, mais c'est sûr que nous, le commerce local, cette activité locale est hyper importante pour nous. Écoute, Paul, merci pour cet échange. Merci pour tous les détails que tu nous as donnés, la franchise avec laquelle tu nous as expliqué comment fonctionne Groupon, l'explosion, la phase d'apprentissage, de maturité, de consolidation. C'est vraiment sympathique de pouvoir échanger sur ça avec toi. Avant qu'on ne termine, je voudrais te poser une question d'ouverture. On en a parlé un petit peu avant l'interview, tu la connais, mais je vais te la poser de façon bien claire. Elle vient un peu à la suite du dernier commentaire que tu viens de faire. On vient de passer un été chaud, canicule, et les questions de transition écologique deviennent un enjeu de société, clairement. Selon toi, de quelle manière les activités e-commerçantes, avec ton point de vue de chez Groupon, peuvent contribuer positivement à ce changement?
Il y a ce phénomène local. Nous, aller consommer près de chez soi, etc., on y croit, on y pense et on donne des moyens pour aller découvrir ces commerces-là. On prend moins sa voiture, on ne va pas dans les... Voilà, redécouvrir des choses à proximité, des artisans, etc. Il y a cette notion-là. Après, depuis le début, on croit beaucoup à la force des groupes et des communautés. Mhm. Je ne t'ai pas raconté l'histoire de la fondation de Groupon. Non, À vas-y. l'origine, c'est The Point. Et l'idée d'Andrew Mason, c'était de rassembler les gens autour d'une cause commune. Mhm. Le nettoyage d'une plage et de fédérer des communautés. Rapidement, il s'est rendu compte que les communautés se fédéraient mieux pour négocier des prix. Donc, il a un peu fait switcher le modèle. Mais c'est resté dans notre ADN. Et nous, on croit beaucoup à notre capacité de mobiliser des gens. Donc, on a utilisé un peu Groupon aussi pour faire des levées de fonds sur des sujets importants. On a fait des choses pour la reforestation, etc. Et on est un outil de communication. Donc, ça, on essaye aussi de l'utiliser pour communiquer sur des valeurs qui nous paraissent importantes et des choses comme ça. Après, pour être très technique, je sais qu'il y a un enjeu. On envoie beaucoup d'emails. Mhm. Et on sait, ça pollue, ça consomme de l'électricité. Mhm. Et la question est de réduire aussi cette empreinte d'envoi d'email. Et de justement beaucoup plus centrer notre expérience utilisateur sur le mobile pour que les gens viennent voir l'offre et les bonnes infos, etc. Ça, je sais que c'est des discussions qui sont importantes chez Groupon. Après, Vous avez des partenaires avec qui vous avez une approche, je crois que tu as commencé à en parler avant l'interview, je te pose la question, mais tu m'as parlé de la ruche qui dit oui. Oui, après, on aime bien, nous, c'est les boîtes qui proposent quelque chose d'autre. On travaille on a fait une offre pour faire découvrir Épicerie, Voilà. qui permet de découvrir les épiciers de ton quartier, donc à Paris et à Lyon, avec Potager City pour avoir son panier. Tout ça, c'est des choses... Nous, dès qu'il y a quelque chose... D'abord, on aime bien faire découvrir des choses nouvelles ou dans l'air du temps. Donc aujourd'hui, c'est sûr que ce sujet-là fait parler aussi. On a des demandes de magasins bio, naturels, qui vont... Voilà, et on voit que c'est des tendances fortes et de fond. Après, nous, on est juste un amplificateur des phénomènes de société. Ouais. Mais en revanche, c'est vraiment assez fort dans l'ADN de Groupon, cette côté communauté. On donne chaque salarié à 2 jours par an pour donner à une cause ou une association. Ok. Donc voilà, en France, on est plutôt en partenariat avec les Restos du Cœur pour faire de la collecte. Mais voilà, c'est des choses qui nous paraissent importantes de continuer aussi à contribuer. Et ça, pour le coup, c'est toujours le côté assez américain, mais pour le savoir depuis le début, très fort dans l'ADN de Groupon. Et c'est quelque chose, quoi, voilà, tout le monde en parle. Quoi. Et c'est pas tellement pour parler à l'extérieur, c'est vraiment plus en interne. Ok, merci pour cet éclairage, ce point de vue. Avant le mot de la fin, on peut te suivre sur quoi ? LinkedIn, Twitter A priori, LinkedIn, Twitter. Moi, j'aime bien en ce moment. LinkedIn, je suis un fan absolu. Je pense que j'y passe à peu près ma vie. Je trouve ça génial. C'est un outil qui se développe à une vitesse dingue et plein de questions encore sur LinkedIn. Est-ce que c'est pro, est-ce que c'est perso, est-ce que c'est quoi ? Il y a un côté. Je trouve qu'il y a c'est le média. Twitter, j'ai un peu laissé tomber. Ouais. Et sinon Instagram, parce que Insta. je partage les plats des bons restaurants dans lesquels je vais. D'accord. Et voilà, et les gens me demandent où c'est. Et Donc si c'est quoi c'est Paul Chopin de Janvry Paul C2J. Paul C2J. Merci Paul, merci vraiment pour cet échange. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours plus nombreux et merci beaucoup pour tous les mots d'encouragement que vous me faites parvenir. Ça me va droit au cœur. À nouveau, je vous le redis, si ce podcast vous a plu, notez-le 5 étoiles sur iTunes, c'est important, et partagez le lien autour de vous. C'est une façon facile de faire découvrir les Digital Doers. Merci encore à vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'envoyer des messages sur le site lesdigitaldoers.com. Au revoir, à bientôt.